Donc c'est parti avec notre lecture analytique 3 qui est le pouvoir des fables. Introduction, donc vous présentez l'auteur. Jean de La Fontaine, c'est un auteur et poète français du courant classique du XVIIe siècle, dont l'histoire littéraire retient essentiellement les fables inspirées d'Ésope. La plupart de ces fables, en nous donnant des leçons de sagesse, confirment son ambition de moraliste. On remarque que le XVIIe siècle, c'est aussi le siècle des moralistes, La Bruyère, Boileau, La Rochefoucauld, etc. Présentation de l'œuvre, donc c'est composé à partir de 1678, c'est le second recueil des fables qui est dédié à Madame de Montespan. Ça comporte 4 livres et plus de 70 fables. La présentation de la fable, le pouvoir des fables, c'est la quatrième fable du livre 8 des fables de La Fontaine. Le texte est un extrait de la fable 4 qui est en réalité plus longue puisqu'elle est précédée d'une dédicace à Monsieur de Barillon, ambassadeur de France chargé par Louis XIV de renouveler son alliance avec le roi d'Angleterre durant la guerre de Hollande. Ça, c'est pas essentiel à retenir quand même. Bon, c'est juste pour information. La fable est à proprement parler commence donc au vers 34. Dans ce passage, la scène se déroule à Athènes alors que la cité est menacée par une puissance ennemie. Un orateur entreprend de faire réagir ses concitoyens, ignorants du danger. La fable est en vers hétérométrique, c'est-à-dire que tous les vers, les vers ne sont pas de la même longueur. La problématique, en quoi la mise en abîme dans cette fable montre la puissance de l'imaginaire. Le plan, donc de vers 1 à 14, c'est le discours violent mais peu convaincant de l'orateur. Du vers 15 à 31, c'est la deuxième tentative de discours, la petite fable animalière. Et vers 32 à 37, c'est la morale, l'éloge de l'imaginaire. Donc la première partie, c'est le discours violent mais peu convaincant de l'orateur. Il a tout d'abord un discours bien intentionné, mais il est agressif. On a le champ lexical de la force et de la violence, un art tyrannique, forcer les cœurs, fortement, ces figures violentes qui savent exciter les âmes, donc vers 3, vers 4, vers 5 et vers 8. Le verbe de parole tona, vers 9, qui est hyperbolique. Les traits, effectivement, ça veut aussi dire des flèches. Le discours de l'orateur est comme une agression. Mais le peuple athénien est indifférent, dans un deuxième temps. On a des adjectifs péjoratifs, vain et léger, au vers 1. Donc ça veut dire que le peuple athénien est superficiel. On a une animalisation de la foule, hein. L'animal aux têtes frivoles, vers 11, c'est une métaphore qui occupe tout le vers, hein, tout l'autosyllabe. Donc effectivement, la métaphore est mise en valeur. On a la répétition de la même idée. On ne l'écoutait pas, vers 6, et ne daignait l'écouter, vers 12. L'attitude, elle est négative. L'attitude de la foule est négative et est marquée par la négation. On ne l'écoutait pas, ne daignait l'écouter, vers 12. Personne ne s'émut, vers 10. Et point à ses paroles, vers 14. Les Athéniens préfèrent des combats d'enfants, vers 15, au discours sur la patrie en danger, vers 2. On a aussi des antonymes, c'est-à-dire des contraires, hein. Le vent emporta tout, personne ne s'en émut, pour bien marquer l'indifférence du public. Vers 15 à 31, on a la deuxième tentative de discours, c'est la petite fable animalière. On a un coup de théâtre dans un premier temps, donc du vers 15 à 21, effectivement, on tombe sur une fable. L'orateur devient conteur. Il utilise une fable, qui est un court récit fantaisiste, qui met en scène une déesse, Cérès, et deux animaux, l'anguille et l'hirondelle, vers 17, appartenant à des univers naturels opposés, l'eau et l'air. Tous les trois sont confrontés à un obstacle, un fleuve les arrête, vers 18. Donc, on a une mise en abîme, on a une fable dans une fable. Le peuple athénien devient le lecteur, l'orateur devient l'auteur. La Fontaine qui raconte une fable. L'orateur devient l'auteur, La Fontaine qui raconte une fable. C'est la mise en abîme, c'est une histoire dans une histoire, du théâtre dans le théâtre, etc. C'est un petit rappel de définition de la mise en abîme. Voilà, donc là on a une fable dans une fable. Et ça a un effet immédiat sur le public. On a l'irruption du discours direct au vers 16 à 20. Ça met en valeur les propos de l'orateur, mais aussi l'intérêt du public qui écoute. L'intérêt du public est exprimé au vers 20 et 21. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Et Cérès, que fit-elle? On a d'abord un enjambement, hein. Enjambement, je rappelle, c'est rejet au vers suivant de plusieurs mots nécessaires au sens du vers précédent. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix.
C'est ça l'enjambement. On a l'élocution adverbiale exprimant l'immédiateté, à l'instant, tout d'une voix. Et on a aussi la puissance qui est exprimée par le verbe cria, qui indique que l'orateur a conquis l'assemblée. Il y a un deuxième coup de théâtre dans un troisième temps, troisième sous-partie. L'orateur donne une leçon au public vers 22 à 31. Une fois qu'il a capté l'attention du public, il lui fait des reproches. Il se laisse séduire par des contes d'enfants vers 24. Du coup, l'orateur est indigné. Et cette indignation s'exprime par l'interjection quoi au vers 24 et la double exclamation au vers 25 et 26. Par l'interrogation rhétorique qui conclut sa réplique, que ne demandez-vous ce que Philippe fait vers 27 qui rappelle brusquement le péril vers 27 du présent et permet de situer l'anecdote à l'époque de la conquête de la Grèce par le puissant roi de Macédoine. C'est comme une sorte de rappel historique en plein milieu de la fable. La conclusion de l'historiette, vers 28-31, vient cependant confirmer l'efficacité de la stratégie du détour par la fable. Le détour par la fable, le détour par l'histoire, convaincre en racontant des histoires, c'est l'argumentation indirecte. Un trait de fable, vers 31, suffit à faire que l'assistance soit réveillée, vers 28, et se donne entière. Vers 30, et réveiller et se donne entière, c'est des verbes révélateurs du changement d'attitude du public. La troisième partie, c'est au vers 32-37, c'est l'éloge de l'imaginaire. On a une morale qui s'adresse à l'humanité tout entière. On a un pronom indéfini tous au vers 33 et la première personne du pluriel nous. Nous sommes tous d'Athènes en ce point au vers 33. Donc finalement le présent se relie au passé historique, le message devient universel. Le fabuliste s'inclut dans la morale, on a la première personne du singulier, moi-même, au moment que je fais cette moralité, au vers 65-66. Ce n'est pas un grand sage qui détient la vérité supérieure, c'est plutôt un grand enfant, toujours friand de contes de fées. Finalement, il met en scène sa faiblesse. Mais il y a des différences entre l'orateur athénien et La Fontaine, puisque le fabuliste excuse et justifie le peuple athénien. Finalement, le peuple athénien a raison de se laisser prendre par l'histoire. Il n'est pas question ici des vertus éducatives de l'apologue, il est simplement question du plaisir extrême que les contes procurent au genre humain. On a un distique d'Alexandrin, vers 37 et 38, donc un distique c'est de vers, qui sert de conclusion, et ça énonce un paradoxe au moyen d'une antithèse. L'antiquité présumée du genre humain, le monde est vieux, dit-on. Donc finalement le monde est vieux, donc peut-être que l'humanité est sage. Mais en fait, ou l'humanité ou le monde est sage, mais en fait, il est complètement puéril, c'est comme un enfant. Or, sa puérilité semble inaltérable, il le faut amuser encore comme un enfant. Il devrait être sage puisqu'il est vieux, et en fait, c'est comme un enfant. La conclusion, La Fontaine illustre le pouvoir de la fiction, voire du storytelling, comme on dirait de nos jours, grâce à une mise en abîme qui met en lumière l'aspect à la fois amusant et efficace de la fable. Si au début du texte, l'orateur athénien recourt à un discours violent et emphatique qui ne parvient guère à séduire son auditoire, le deuxième mouvement de la fable repose sur un véritable coup de théâtre. L'orateur change de stratégie et invente un petit récit animalier qui conquiert d'emblée le public. L'efficacité est immédiate et le texte se clôt sur un éloge des fables, capable de séduire l'esprit humain par le plaisir universel qu'elle lui procure. Il en va de même dans Perrette et le pot au lait, où le petit récit de La Fontaine vise autant à amuser qu'à instruire. Voilà.